Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, nous recevons comme invité Mousselmi Malam Sita de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance. Avec lui, nous allons parler du processus électoral en cours dans notre pays. Mais avant, retenez que Salim Zangina a été choisi à l'issue du premier congrès constitutif de son parti pour se présenter à l'élection présidentielle de 2020-2021. D'autres précisions avec Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Nombreux sont les militantes et militants du parti Jagoranti Niger Force qui ont pris part à ce premier congrès constitutif et d'investiture de ce nouveau parti dans le paysage politique, animé essentiellement par des jeunes déterminés, dynamiques et engagés pour tirer le Niger du gouffre. Pour ces jeunes, l'heure n'est plus aux tergiversations ni aux hésitations, mais de passer à l'action. Ainsi, des résolutions ont été formulées. Je voudrais adresser une motion spéciale au comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce baptême de feu. Les travaux qui se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse et conviviale ont abouti aux résolutions suivantes. Au terme du vote des délégués, M. Salim Zangina a été élu à l'unanimité des voix président de Jagoranti Force Niger. Au terme du vote des délégués, M. Saïboul Maman a été élu secrétaire général Jagoranti Force Niger. Le Congrès décide à l'unanimité des délégués d'investir le président Salim Zangina, candidat à l'élection présidentielle 2020-2021 Niger. Des partis amis ont tenu à faire le déplacement pour soutenir cette nouvelle formation, dont à sa tête le charismatique Salim Zangina. J'aimerais juste faire un appel. Aujourd'hui, tout à l'heure, mon frère président Kadaouré a mentionné, nous sommes des jeunes. Et cette fois-ci, nous nous sommes engagés d'intégrer le terrain politique pour atteindre les mêmes objectifs de ceux qui sont là en train de courir aussi derrière le pouvoir. Quand je fais face à cette salle, je vois que vous êtes entourés de toute la jeunesse. C'est le lieu pour moi de dire ma joie, de voir la jeunesse nigérienne enfin se mettre dans l'arrêt. Après les témoignages des représentants des partis, amis et délégations étrangères à l'endroit du candidat de Jagoranti Niger Force, vient le moment solennel de l'investiture du candidat du parti au présidentiel de 2020-2021 qui a pris l'engagement d'œuvrer exclusivement pour le Niger et les Nigériens. Cette cérémonie solennelle qui vient couronner les travaux du premier congrès constitutif et d'investiture du parti Jagoranti Force Niger vient démontrer à suffisance que la jeunesse nigérienne est prête. Elle est prête à assumer son destin de servir la patrie. Elle est prête à redonner confiance et espoir à un peuple désabusé et désespéré. La jeunesse nigérienne, consciente et patriote, est prête à relever les défis contemporains de développement global et durable. La naissance du parti politique Jagoranti Force Niger sur l'échiquier politique national intervient en pleine crise des valeurs et du leadership au Niger. On ne fait plus de la politique pour servir, mais pour se servir. Pour inverser la tendance, une prise de conscience nationale doit s'opérer pour identifier et annihiler les comportements qui freinent le développement de notre pays. L'engagement de Salim Zangina se voit à travers ce discours de faire du Niger un pays émergent. Avec Salim Zangina, le Niger connaîtra un nouveau look et un véritable essor. Jagoranti Niger Force invite alors les Nigériens autour de ses idéaux pour un Niger émergent. Monsieur Malam Sita, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, comment analysez-vous le processus électoral en cours dans notre pays? Selon vous, est-ce que les conditions sont réunies pour avoir des élections apaisées?
Merci M. Cissé, merci à la radio et télévision de la Bari pour en tout cas cette occasion que vous nous donnez une fois de plus pour exprimer nos points de vue dans le cadre d'un sujet d'intérêt national comme celui aujourd'hui du processus électoral au Niger. Mais avant, vous nous permettez de rappeler que notre structure, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, a pour objectif de créer les conditions d'un véritable changement profond des mentalités et des comportements à travers la culture d'un esprit civique fort et responsable. Et que le leitmotiv de notre slogan, c'est que le Niger s'appelle Niger, pays des hommes responsables. Parce que nous avons estimé que le sens de la responsabilité devait conduire nos actions en toutes circonstances et de manière objective dans l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est pour cela que depuis au moins 8 ans, nous avons œuvré à travers plusieurs activités, en tout cas plusieurs actions, et nous avons aussi été dans plusieurs groupes de réflexion pour pouvoir porter haut, en tout cas cet idéal de changement des mentalités et de comportements dont aujourd'hui, en tout cas tous les Nigériens s'accordent véritablement à ce que le Niger soit, comme on dit, un renouveau dans sa gouvernance, dans la vision même de comportement de tous les Nigériens. Et cette vision que nous avons, c'est parce que nous avons estimé que le socle du développement d'une nation repose sur ce qu'on appelle un référentiel. C'est-à-dire que pour qu'une nation arrive à la prospérité, il faudrait qu'il y ait une référence à laquelle tous les citoyens sont unanimes et sont d'accord. Cette référence, elle peut être un événement, elle peut être une personne. On se comprend très bien. Et cette référence incarne un certain nombre de valeurs intrinsèques auxquelles tout le monde adhère. Parce que lorsque, dans une communauté, les gens vivent sans référence, sans repère, il ne faut pas s'attendre à un développement, il ne faut pas s'attendre tout simplement à une organisation responsable pour pouvoir créer les conditions de l'épanouissement de tous les citoyens. Et lorsqu'il y a cette référence, ça veut dire que quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le degré de responsabilité que vous avez dans cette communauté, c'est cette référence-là qui va vous guider pour mieux mener vos activités dans l'intérêt supérieur de la nation. Quand vous prenez des grands pays aujourd'hui que nous avons l'habitude de citer, comme les États-Unis, comme la Chine, comme aujourd'hui la Russie et autres, vous voyez bien que chacune de ces nations a sa propre histoire et que l'histoire de ces nations est construite autour de références, autour de modèles, si vous voulez, selon en tout cas la perception des gens. Donc c'est pour ça que nous avons dit, le Niger ne saurait continuer à faire une navigation à vue tant que, en premier lieu, les acteurs qui ont en main la destinée du pays n'inculquent pas en eux-mêmes cette notion de grandeur, c'est-à-dire de responsabilité par rapport à ceux qui sont en train de faire. Pour la simple raison que, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que forcément demain vous ne serez pas là. Et ce que vous devrez construire aujourd'hui, c'est au-delà de votre propre temps. Parce que, comme on dit, l'homme, c'est temporel. Vous pouvez faire 20, 50 ans, 100 ans, vous allez passer. Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. Donc, ce que vous devrez faire aujourd'hui, c'est pour ça que nous devons faire attention sur tous les actes que nous devons poser. Parce que dans la vie d'une nation, ce sont tous les actes que nous sommes en train de poser aujourd'hui sont ce que les juristes appellent de la jurisprudence. Ça veut dire que demain, à votre place, quelqu'un qui viendrait n'aurait trouvé sans scrupule de faire peut-être pire que ce que vous êtes en train de faire et personne n'aurait le mot de dire pourquoi un tel a fait ça. Parce que simplement on va le rappeler, mais pourquoi hier tu n'as pas parlé? Voilà la philosophie de la NDC. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le cadre du processus électoral, pour revenir à votre question, nous sommes au regret, sincèrement, au niveau de la NDC, de dire que ce processus électoral, tel que ça est en train de se passer, n'honore pas le Niger et l'histoire du Niger. Parce que simplement, nous avons observé que le Niger a une culture, une tradition, une histoire électorale. Ce n'est pas aujourd'hui que le Niger a commencé à organiser des élections. Et de par cette culture et de par cette histoire,
électoral du Niger, il n'y a pas une étape d'un processus électoral que les gens avaient connu qui n'aurait pas fait l'objet d'un consensus de tous les acteurs parties prenantes. Parce que simplement, lorsque on a de la grandeur, lorsqu'on a de la hauteur et qu'on s'engage dans une compétition, on souhaite gagner loyalement, sans tricherie. Parce que c'est notre culture. Tricher ou frauder ou faire d'autres manœuvres de bassesse sont des éléments sur lesquels, depuis notre tendre enfance, que ce soit au niveau de l'éducation de la famille, que ce soit au niveau de l'enseignement scolaire, c'est des choses que chacun de nous, quand même, a constaté qui n'ont pas été appréciés. C'est-à-dire qu'à l'école, quand c'est une interrogation, quand c'est un devoir, ceux qui trichent, on voit ce que ça donne à la fin, en termes de perception des autres. Même si après vous arrivez à avoir votre diplôme, dans tous les cas, vous ne serez pas aussi fier que ça, parce que certains sont prêts à vous dire que dans tous les cas, vous ne méritez pas cela. Et c'est pour ça que le Niger avait cette culture de faire les choses dans les normes minimales. Parce que pour arriver à l'apaisement, à l'acceptation de tous, on sait que le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir. À qui il veut, il donne le pouvoir. Et c'est pour ça que personne ne peut présager et prédisposer que si on fait telle chose, je pense que je pourrais avoir. Demain appartient à Dieu. Et tout ce que nous cherchons et ce que nous souhaitons, c'est que le processus, chaque étape du processus, pour nous, devrait faire l'objet d'un consensus et d'un consensus de grands témoignages. Parce que quand on parle de consensus, nous l'avons dit, le consensus, ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition. C'est une question de compréhension mutuelle dans un climat de fraternité et de respect de tous les acteurs. On vient, on se met à table, ensemble pour essayer de convaincre sur ce qu'on veut arrêter. Et l'opinion témoigne. Et à la fin, dans tous les cas, on va arriver à un compromis, certainement qui ne serait pas de l'avis de certains, mais le cadre dans lequel ça s'est passé les amènera à dire qu'il n'y a aucun problème. On peut accepter sur telle chose. Et nous le disons, si vous êtes 100 dans l'esprit et la lettre du consensus, si une seule personne n'est pas d'accord, on ne saurait parler de consensus. On ne saurait parler de consensus. Le consensus, c'est que les 100 personnes qui sont dans la même salle ont accepté la décision qui vient d'être prise. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque une seule personne n'est pas d'accord et que vous estimez dans tous les cas, ça fait son problème, nous on est 99. Cette personne-là, si elle est de mauvaise foi, si on est dans une république, dans un état de droit, il suffit juste qu'il quitte, il part à la justice pour constater qu'il y avait un abus. Et elle peut entraver tout ce que vous souhaitez faire après devant. On se comprend très bien. Donc c'est vraiment pour dire que par rapport à la question du processus électoral, nous au niveau de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance, nous disons encore une fois, nous sommes désolés de voir et de constater qu'au Niger, le processus tel que c'est en train de se passer déroge à l'esprit, à la culture, à l'histoire électorale du Niger, qui veut que chaque fois qu'il y a une compétition, tous les acteurs, j'ai dit bien tous les acteurs parties prenantes, s'accordent sur un minimum dans un esprit de fraternité et de loyauté pour que demain le meilleur gagne et que tout le monde accepte et se donne, chacun selon son secteur d'activité, le meilleur de lui-même pour pouvoir conduire à la prospérité du Niger. Ensuite, comment percevez-vous la mise en place d'un comité de sages chargé de rapprocher les positions? Bon, vous savez très bien que il nous arrive souvent de dire que le Niger est malade du fait que le Niger manque
potentiellement d'hommes sages, que mes aînés, mes parents me pardonnent pour quand même cette expression. Et tout à l'heure, j'ai parlé que dans notre conception et dans notre vision de développement d'une nation, c'est autour d'une référence et d'un modèle, qui peut être un événement, qui peut être un homme. Malheureusement, au Niger, nous constatons de plus en plus que ce que d'aucuns appellent l'autorité morale n'a plus de place dans ce pays. Parce que le sens d'une autorité morale veut que devant les grandes difficultés, les grands sujets qui divisent, qui créent l'incompréhension et qui sont sources ou susceptibles de créer le conflit, ne peuvent être résolus ni par les textes, parce que dans tous les cas, il faut que les gens l'acceptent. Lorsque les hommes sont de mauvaise foi, ce serait inutile de leur opposer la loi ou les textes. Les textes, comme disent certains penseurs, ne valent que par la prédisposition d'esprit de ceux qui sont chargés de les appliquer dans leur esprit et dans leurs lettres. Et c'est pour ça que dans certains pays, quand on arrive à des situations, j'allais dire susceptibles de créer un conflit, tout le monde accepte de se référer à une autorité morale. Mais pour être une autorité morale, ça ne se décrète pas. Ça se constitue du jour au lendemain à travers les actes et les œuvres que les hommes posent tout au long de leur vie. Les valeurs d'objectivité, de neutralité, d'intégrité, de probité, d'indépendance vis-à-vis des partis en conflit. C'est ça l'autorité morale. Et c'est pour ça que quand ils parlent, ils donnent de la voix. Chacun a le devoir et l'obligation de se soumettre. Parce que quoi? Lorsque vous refusez de vous soumettre à cette autorité morale, à vous d'assumer les conséquences futures. Et nous avons vu tout récemment dans un pays voisin, c'est quand même grâce à cette autorité morale. Et ces gens, aujourd'hui, je sais très bien qu'ils sont très fiers. Vous savez pourquoi? Et quelle est la leçon à tirer dans ça? C'est que demain dans ce pays, quelles que soient les autorités qui seraient mises en place devant, lorsqu'ils vont faillir ou lorsqu'ils vont déroger à leur devoir d'accomplir les aspirations de leur peuple, il suffisait que cette autorité morale donne de la voix, ces gens-là, ils vont partir. Et malheureusement, voilà la maladie dont souffre aujourd'hui le Niger. On ne peut pas concevoir une nation où on pense que des hommes, parce qu'ils sont présidents de la République, parce qu'ils sont autorités, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde et que personne ne peut leur dire ou attirer leur attention ou au moins essayer de donner un point de vue qui leur permettrait de comprendre que ce que Dieu leur a donné là, c'est un élément très important et qu'ils doivent faire preuve d'humilité, d'esprit d'écoute, d'acceptation de l'autre pour pouvoir créer les conditions d'avancer ensemble. Voilà la problématique. Et c'est pour ça que nous avons estimé, lorsque nous avons en tout cas pris connaissance de cette information sur la question du comité de sages, et surtout par la Commission nationale des droits humains, que nous saluons au passage par rapport quand même à l'esprit d'initiative et à l'initiative elle-même, même si nous estimons que là où, dans un pays, un premier ministre même a échoué, à travers, je vais parler de la question du dialogue politique, qui n'a jamais eu lieu. Et donc d'ailleurs, nous, dans nos analyses, ça ne nous a jamais trompé parce que lorsqu'on avait fait le débat autour de la chose, nous avons dit nous ne croyons pas. Parce que la vérité, il faut que les gens se le disent. Personne aujourd'hui au Niger n'a la clé de ce qui se passe que le président de la République. Seule sa volonté, sa bonne foi
son esprit de grandeur et de sagesse peut créer les conditions d'un apaisement, que ce soit du processus électoral, que ce soit de la vie sociopolitique tout court. Et en conséquence, nous, en tant qu'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, dans la droite ligne de notre vision de renforcement d'un esprit civique fort et responsable, de la notion de la responsabilité tout court, nous estimons que la responsabilité du président de la République est en jeu dans tout ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Il ne faut pas chercher à accuser X ou Y dans un pays, dans une nation. C'est le président qui a toujours le dernier mot. Tout ce qui est en train de se passer, c'est sous sa volonté. Donc, il ne faut pas que les gens fassent des langues de bois. Si dans ce pays, il y a encore des sages qui estiment être à la hauteur de la tâche, ce n'est pas au CNDH ou à la CNDH en tant que commission, en tant que la commission, mais plutôt de créer les conditions de médiation, d'aller vers le président de la République pour tout simplement l'amener pour son honorabilité, son honneur, sa grandeur, à créer les conditions d'amener toutes les parties prenantes sur chaque étape du processus électoral à trouver un compromis, un consensus. Parce que je dis le Niger a une histoire. Et vous vous rappelez très bien, rien que pendant la transition de 2011, dans la perspective des élections, dans ce pays, on a vu au moins une fois les acteurs politiques autour des autorités de transition échanger et discuter sur chaque difficulté rencontrée. Donc, pourquoi aujourd'hui les gens estiment qu'on peut s'en passer de ce qui est notre culture et d'ailleurs ce qui fonde notre fierté? Moi, je suis désolé si certains pensent que, comme c'est les autres, on peut s'en foutre, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est que j'ai dit encore une fois, que personne n'oublie que dans la vie, tous les actes que nous posons font partie intégrante d'une jurisprudence. Et c'est pour ça que nous prions que les gens aient de la vision pour comprendre que mieux vaut poser des jurisprudences positives qui créent les conditions de la prospérité de notre pays. C'est ce que nous souhaitons quand même sur ce volet-là. Et c'est pour ça que je dis que la question du comité de sages renvoie tout simplement à celle de l'autorité morale dans un pays comme le nôtre et qu'en conséquence, la nécessité de trouver un cadre dans lequel véritablement des hommes sages, indépendants, neutres, qui ont une certaine objectivité, qui n'ont pas l'esprit que sur le matériel, qui savent que demain ou après-demain, ils vont mourir et que tout ce qu'ils peuvent laisser à leurs enfants, c'est leur valeur intrinsèque, c'est ce dont ils ont été en termes de valeur et que les enfants peuvent circuler dans ce pays la tête haute parce que c'est ça notre éducation. Ce n'est pas les tonnes de milliards que les parents vont laisser ou bien les véhicules ou autre chose que les gens vont laisser. Mais c'est la valeur intrinsèque des parents. Et c'est pour ça que chaque fois nous appelons nos aînés à revoir leur responsabilité dans la société. Parce qu'on ne peut pas continuer à construire une nation autour tout simplement de la course effrénée de la richesse matérielle. Parce qu'à la fin, c'est ça qui conduit les conflits et c'est souvent ça qui amène la ruine dans une nation. Et que Dieu nous en préserve et que Dieu en préserve le Niger. Monsieur Malam Sita, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. La suite de ce journal, les habitants du quartier Idegano ne sont pas contents. En effet, ils désapprouvent le processus de morcellement de l'école franco-arabe qui a été installée depuis 3 ans dans leur quartier. Détail dans le reportage qui va suivre. Ces cris poussés par les enfants du quartier Idegano ne sont pas anodins.
On peut même dire que c'est opportun de la part de ces enfants qui refusent de voir leur cadre d'études détruit. Cependant, où se situe le problème? Eh bien, l'école publique franco-arabe ZAC du quartier Idegano est victime d'un processus de morcellement inintelligent que précise le chef du quartier Idegano. Il y a un monsieur qui est là, qui veut coûte que coûte nous reprendre le terrain. Nous leur disons qu'on n'est pas d'accord et on ne sera jamais d'accord. Parce que le terrain que vous voyez, c'est un terrain public. C'était une réserve foncière. Elle a été morcelée en deux parties. La place a été morcelée en deux parties. Une première partie, depuis 2013, a été attribuée à l'école primaire ZAC. L'autre partie a été attribuée à un monsieur fondateur d'une ONG ICRA. Le fondateur de l'ONG, ayant construit la mosquée sur le lieu depuis 2013, n'a rien fait. À la demande de la population, des habitants du quartier, qui l'ont approché de façon sérieuse, lui ont demandé s'il pouvait laisser à ce qu'on construise une école publique là-dessus. Il était d'accord, il était même le président du parent d'élèves. C'est ensuite, il s'est quoi toujours détenteur du terrain. En 2019, il est parti revendre ce terrain. Il a vendu le terrain à un monsieur qui a établi des actes de décision là-dessus. Et nous, lorsqu'on avait compris cela, nous nous sommes dit qu'il n'a pas ce droit. Parce que c'est une réserve foncière, il a été attribué pour utilité publique et par conséquent, il ne peut le vendre. Face à cette situation déplorable qui ne favorise pas l'épanouissement et le développement éducatif des enfants scolarisés au sein de l'école franco-arabe ZAC, Cheikh Bougarba, président des parents d'élèves du quartier Idegano, a prononcé son désaccord en ces termes. Nous ne sommes pas d'accord. Il faut qu'il sache que tout celui qui est derrière cette affaire-là, nous ne laissons pas une minute pour qu'il puisse vraiment faire ce qu'il veut là-dessus. Et les gens du quartier sont déterminés. Et il va faire tout pour que effectivement ce terrain soit une école franco-arabe. Ça, il n'y a rien à dire. Plus encore, le chef du quartier, Adamou Boubacar, a lancé cet appel à l'endroit des autorités. Nous, on ne veut pas vraiment les omettre. Elles n'ont pas de problème. J'ai suivi ce qui allait le finir. J'ai mis la présidence en ampliation. J'ai mis le gouverneur en ampliation. J'ai mis la ville de Niamey en ampliation lors de mes écrits. Et nous tenons à ce que le monsieur-là, que sache que la population est décidée, a décidé vraiment de garder ce qu'il a pris comme un acquis. Ce terrain-là, c'est un acquis pour les gens du quartier. 3000 mètres carrés ne peut contenir une école. Parce que dans une école, quand on va construire les 6 classes, bloc administration, on a besoin aussi d'un terrain pour les activités physiques et sportives. Mais dans 3000 mètres carrés, mon Dieu, est-ce qu'on peut faire cela? Enfin, la question de l'éducation étant essentielle, les autorités, particulièrement celles en charge de l'enseignement de base, ont le devoir de se saisir de ce dossier afin d'arrêter le préjudice qu'on veut causer à l'école franco-arabe ZAC du quartier Idegano. Ensuite, en prélude à la reprise de la Oumra en Terre Sainte pour les Nigériens, Hambali Voyage affûte ses armes pour le bonheur de ses clients. Ainsi, situation sanitaire liée à la Covid oblige Hambali Voyage noue un partenariat fructueux avec le CERMES. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse à travers ce reportage signé Yero Ibrahim. Covid-19 oblige, aucune poignée de main pour couronner cette convention de partenariat liée justement à la pandémie de coronavirus. Ainsi, l'Agence pour le Hajj et la Oumra Hambali Voyage et le Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES décident de collaborer concernant les nouvelles formalités de voyage par voie aérienne. De nos jours, nul ne peut prendre l'avion s'il n'a les résultats de son test Covid-19 en main. Sur décision de son PDG, l'honorable Bachir Harouna Hambali, est fidèle à sa tradition de toujours faciliter le pèlerinage à ses clients, Hambali Voyage prend sur elle les coûts supplémentaires qu'engendre cette nouvelle exigence. Le test Covid-19 coûte 30 000 au CERMES. Donc ces 30 000 là sont à la charge de Hambali Voyage. Inch'Allah. Tout pèlerin, tout voyageur par Hambali Voyage est acquitté de ses frais de
test Covid-19, Inch'Allah. C'est pour cette raison que nous avons signé cette convention avec le CERMES. Désormais, tout pèlerin qui veut voyager par Hambali voyage, on lui donne un mot au niveau de l'agence, il se présente au CERMES, on lui fait les prélèvements et on l'appelle pour ses résultats. Le CERMES ne demande pas mieux, lui qui gère des flux de voyageurs de toutes sortes depuis les nouvelles mesures liées à la Covid-19. L'initiative de Hambali Voyage a le mérite de lui faciliter les choses. Je crois que c'est important effectivement, comme je viens de le dire, de gérer la fluidité du système et qu'il n'y ait pas de retard pour les avions. Donc c'est important effectivement, même pour les pèlerins. Donc c'est une très bonne initiative que cette agence a prise, bien entendu. Nous sommes honorés par l'agence de voyage Hambali et qu'elle prend en charge tous ces pèlerins. En tout cas, ça c'est quelque chose à féliciter. Et ça c'est bien. Et ça nous éviterait en tout cas d'avoir un peu, générer un peu la pagaille. Dans le même temps, selon le représentant de Hambali Voyage en Arabie Saoudite, les opérations de la Umrah reprennent leur cours normal avec, certes, le respect des mesures barrières dont la distanciation dans les lieux de prière. Le prestigieux espace d'Iraouda de la grande mosquée de Médine est d'ailleurs rouverte après 7 mois de fermeture et l'éminent imam Soudès y a même dirigé la prière le 17 octobre dernier. Aujourd'hui s'est déroulée l'Assemblée générale statutaire et élective du Groupement national des arbitres du Niger. Compte rendu Ibrahim Tikiré et Halid Bourema. Au cours des travaux des assemblées générales statutaires et électives du Groupement national des arbitres du Niger, 2 points ont été inscrits à l'ordre du jour. Les discussions sur le statut et règlement intérieur, puis l'élection d'un bureau national. Un processus qui s'est passé dans la transparence et le fair play, sanctionné par l'élection de la liste de Maman Abdoulaye. Il a recueilli 5 voix et son challenger Hassan Abdou 4 voix. Un vote qui a eu lieu en présence d'un huissier et des responsables de la FENIFOOT. À partir de maintenant, à partir de cette heure, les élections sont terminées. Les résultats, en tout cas, sont sur le point d'être validés. C'est une nouvelle page qui va s'ouvrir pour l'arbitrage et pour le groupement d'intérêt, le groupement national des arbitres. Donc, en vérité, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Ce sont les arbitres qui gagnent avec cette nouvelle donne. En tout cas, nous, c'est notre point de vue. C'est ce que nous pensons. Les seuls et uniques gagnants, ce sont les arbitres qui ont désormais un cadre formel pour se rencontrer, pour se concerter et pour réfléchir et apporter leur contribution à la bonne marche du football nigérien. Pendant 4 ans, Maman Abdoulaye présidera le groupement national des arbitres du Niger, une mission qu'il entend accomplir avec la participation de toute la famille des arbitres nigériens. Je remercie tous les amis qui de près ou de loin m'ont aidé à arriver à ce point. Et je vous assure que ce n'est pas une tâche facile qui m'est confiée. Je mettrai tout en œuvre pour que ce groupement marche comme l'a voulu la Fédération nigérienne de football. Et je vais appeler aussi mes amis arbitres de venir autour de ce groupement pour que ça soit une réussite. Après les anciens internationaux, les journalistes sportifs, les supporters, les entraîneurs, les arbitres viennent ainsi de boucler la mise en place des bureaux nationaux des groupements d'intérêt de la FENIFOOT. Ces acteurs du football seront désormais partie prenante des décideurs aux assemblées générales de la FENIFOOT, comme l'a recommandé la FIFA. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.